Chers panélistes, quand on parle aujourd'hui de panafricanisme en 2025, qu'est-ce que cela suscite en vous? Nostalgie ou nouveau projet? La pensée qu'a la jeunesse aujourd'hui du panafricanisme par rapport à nos réalités historiques. Que diriez-vous de cela? Merci. Je me suis permis de ne pas vous représenter parce qu'on vous a déjà présenté et la question s'adresse aux deux. Maître Olori Togbe peut commencer s'il le veut bien. Merci beaucoup madame, bonjour et merci aux organisateurs d'avoir bien voulu organiser non seulement ce sommet mais d'avoir bien voulu aussi inclure un sujet aussi intéressant et passionnant que le panafricanisme. On peut applaudir pour eux d'abord. Je suis content d'intervenir avant mon doyen parce que quand il va répondre à la question, peut-être que je n'aurai plus rien à dire. Je ne voudrais pas être dans la même situation que ceux qui l'ont été tout à l'heure. Alors, le panafricanisme en 2025, qu'est-ce que ça représente? C'est bien ça la question. Oui, bien sûr. Je crois qu'à l'entame, lorsque vous plantiez le décor sur le sujet, vous avez déjà tout dit en parlant de passer de l'utopie à la réalité. C'est ça le vrai enjeu du panafricanisme aujourd'hui pour nous tous. J'ai été très surpris que les organisateurs me mettent dans un panel sur le panafricanisme parce que je n'ai dit à quasiment personne au monde que je suis un grand panafricaniste. Il y a peu de gens qui savent que j'ai moi-même adhéré en 2022 à l'un des plus grands mouvements panafricanistes actifs en Afrique. Et je tairai le nom, mais vous savez tous de qui je veux parler. Alors, ce mouvement entre l'utopie et la réalité, je l'ai fait moi-même. D'accord? Donc, c'est-à-dire que j'ai rejoint certains mouvements panafricanistes radicaux à une époque de mon histoire, à une époque de mon processus de développement personnel. Donc, j'ai été très proche d'eux. Je ne sais pas si l'information a fuité et que Serge Sewa, dans ces réseaux, je crois que sur la base de leurs recherches, ils ont dû savoir que ce monsieur, il a été très impliqué dans des instances panafricanistes. Mais quand on dit panafricaniste en 2025, on tend à s'éloigner parfois du rêve initial du panafricanisme qui est un panafricanisme d'intégration, un panafricanisme de consensus et pas forcément un panafricanisme de rupture dans le sens de clivage. Si nous devons construire ce panafricanisme-là en 2025, nous devons le mettre dans un contexte de réalité. La réalité est que il y a des mesures qu'il faut prendre pour réellement parler de panafricanisme et pas forcément pointer du doigt tel ou tel ennemi. Vous voyez, quand on décide par exemple que tous les afro-descendants peuvent avoir la nationalité béninoise, pour moi c'est ça le vrai panafricanisme. C'est ça le vrai panafricanisme. Quand on réussit à mettre en œuvre des mesures concrètes qui font que lorsque n'importe quel Africain veut venir au Bénin, là, il n'a pas besoin de prendre un visa pour venir au Bénin. C'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme, pour moi, et dans mon évolution personnelle sur le sujet, doit passer de la simple vocifération ou vindicte contre ceux qu'on voudrait estimer comme les grands bourreaux vers la mise en œuvre de stratégies concrètes. Et je vais m'arrêter sur une dernière chose en termes de stratégie concrète, de ma philosophie à moi, de ce qui pourrait être fait sur le plan du panafricanisme. Je reviens de l'Ouganda. Et en Ouganda, quelle langue on parle? On parle anglais. D'abord, tout le monde parle, on parle le Boganda, mais on parle anglais. Le Nigeria à côté est la première économie du continent africain. Si vous voulez faire vraiment un grand coup, taper un grand coup, si déjà tous les pays africains pouvaient parler une langue qui permet leur intégration, je suis un grand fan de nos langues nationales, mais en réalité,
passer un certain périmètre très restreint, vous ne pourrez pas converser. Aujourd'hui, nowadays, Pan-Africanism means English, means language integration. Parce que quand on arrive au sommet, aux sommets qui ne sont pas forcément seulement les sommets de la jeunesse, les discussions se font en anglais. L'anglais est devenu la langue de l'intégration internationale par excellence. Alors, ceux contre qui certains peuvent être en train d'apporter des critiques, une sorte de position très tranchée, on leur donnera un plus grand coup en commençant à ne plus parler leur langue, en criant et en critiquant, comme d'autres peuvent le faire. Donc pour moi, le panafricanisme en 2025, c'est notre capacité à passer de l'utopie à la réalité avec vraiment des postures et des décisions très pratiques. Merci beaucoup. Merci, Maître. Nous allons passer la parole à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Merci, Madame. Merci encore aux initiateurs de ce beau rassemblement. Et comme je dis, je suis toujours fier de retrouver les jeunes esprits qui, en fait, ont le droit, et c'est mon point de vue, ont le droit de construire le monde qui leur appartiendra. Et je dis souvent que celui qui construit, c'est celui qui a aussi le droit de se tromper. Et je crois que c'est votre droit le plus absolu que de vous retrouver entre vous et de dire haut et fort ce dont vous voulez. Je crois, pour ma part, il y a dans le panafricanisme des choses qu'il faut peut-être clarifier. D'abord dire ce que le panafricanisme n'est pas. Pour moi, le panafricanisme n'est pas une utopie. Peut-être je prendrai là le contre-pied de beaucoup de gens. Hier, j'ai dit ici que l'Afrique est d'abord une émotion. Je crois, nous sommes le seul continent où l'enfant naît et sait qu'il est africain. C'est-à-dire que le premier geste qu'on fait, on se regarde, la première conscience qu'on a, c'est pas seulement d'être béninois, mais c'est aussi d'être africain. Et je pense que cette émotion-là, elle est fondamentale dans notre trajectoire. Notre histoire qui, par moments, a été plus ou moins tragique. Maintenant, tout le problème, comme dit Cheikh Anta Diop, c'est qu'il ne s'agit pas de se contempler dans son histoire. Il ne s'agit pas d'un roman africain. Il ne s'agit pas de ça. De mon point de vue, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de se regarder comme, et de s'aimer en tant que tel. Parce que cela relève du narcissisme. Or, le narcissisme est négatif dans tous ses aspects. Alors, c'est pour éviter ces choses-là que je prendrai le panafricanisme comme une conscience qui est en fait une conscience de notre externalité. Pourquoi je dis externalité? Parce que quand on est face au reste du monde, on se reconnaît. Par-delà la question de la peau, la couleur de la peau, mais par nos émotions. Et croyez-moi, de mon point de vue, il y a dans la construction du monde une part importante d'émotions. Vous savez, les informaticiens viennent de quitter ici. Je les ai écoutés. Mais j'ai découvert une chose personnelle. Mon expérience personnelle, j'en connais pas beaucoup, j'en sais pas beaucoup de l'informatique et du numérique, mais je sais que les émotions ont une forte importance dans les découvertes qui se font. Les gens vivent des moments difficiles dans la vie. Quand vous prenez tous ces inventeurs, bon, ce qu'ils inventent vient d'un traumatisme qu'ils ont eu dans leur enfance, etc. Et je crois que c'est cela que je peux comparer donc le numérique et le panafricanisme. C'est-à-dire ce traumatisme qui nous a permis de nous réveiller et d'aller vers quelque chose de positif. Alors,
ce panafricanisme, comme je dis, à partir du moment où c'est une émotion, comment le traduire dans une réalité et une réalité palpable? Cette réalité, c'est bien sûr l'intégration. Parce que l'intégration est plus ou moins quelque chose de technique, parce que c'est un système économique, c'est un système commercial, et vous en connaissez le mode le plus abouti. Le modèle le plus abouti, c'est bien sûr celui de l'Union européenne, donc qui part d'un point vers un autre, c'est-à-dire avec bien sûr le sommet qui est l'intégration monétaire. Alors, je vous épargne ces technicités, mais ma compréhension du panafricanisme d'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se dise les choses. Ce n'est pas ce que je vois dans les réseaux sociaux, ce n'est pas simplement des gens avec, je pense, peut-être une certaine, je dirais, une certaine posture dans l'accoutrement ou quelque chose comme ça, même si je suis partisan de nos tenues traditionnelles que je mets le plus souvent. Ce n'est pas seulement ça. La conscience africaine, elle est loin de ça. À la limite, le folklore n'a rien à voir avec le panafricanisme. Ce n'est pas ça. Et ce que je constate, c'est qu'on a introduit dans le panafricanisme qu'on essaie de vendre à notre jeunesse une dimension extrêmement réactionnaire. C'est mon point de vue. Parce que ceux qui défendent aujourd'hui certains points de vue, j'ai beaucoup suivi le doyen Umbendi qui était là. C'est la génération avant nous. Et je ne suis pas un réactionnaire. J'ai passé ma vie à combattre pour ce continent et j'ai servi ce continent. Et quand je vois des gens qui racontent des histoires à notre jeunesse, j'ai mal au cœur. Parce que vous savez, le grand problème de notre indépendance et de la façon dont nous voulons aller ensemble en tant qu'Africains unis par une histoire et une géographie et une culture, c'est que nous avons subi des traumatismes que nous voulons réparer. Que nous voulons réparer d'abord au plan émotionnel, mais qu'il nous faut aussi transformer en, je dirais, en réaction concrète. Et c'est là où la question de la jeunesse intervient. Aujourd'hui, il l'a dit tout à l'heure, on a besoin de solutions concrètes à nos problèmes. Le fait que le Bénin puisse dire que tous les gens de la diaspora africaine peuvent avoir la nationalité béninoise. Mais c'est la première traduction de ce qu'on a appelé au niveau de l'Union africaine, où j'ai travaillé pendant 20 ans. On a dit carrément que la diaspora est la 6e région du continent. Donc, et vous voyez qu'à chaque sommet, donc les Caraïbéens, etc., sont invités à prendre la parole, ou souvent aussi à diriger un certain nombre de débats. Vous savez, au niveau du Conseil de sécurité, nous avons 3 représentants. Mais chaque fois qu'un État caraïbéen est membre du Conseil de sécurité, il va rejoindre ce groupe des A3 africains. C'est assez fort, de mon point de vue, sur notre identité. Maintenant, bâtir sur l'identité, c'est aussi affronter un monde que nous n'avons pas construit. C'est là où c'est important de parler de panafricanisme. Comment affronter ce monde que nous n'avons pas construit, à la limite que nous voulons déconstruire à notre profit. Et c'est là où la jeunesse a son rôle à jouer. Vous voyez ce qui se passe autour de vous, je l'ai dit hier ici. Il y a un monde qui se déconstruit et qui se construit sous vos yeux. Et vous avez cette chance de le comprendre et d'essayer de le comprendre. Ils vous ont dit tout à l'heure quelque chose de très important. On apprend tout sur YouTube. Moi, quand je suis seul à mon âge, mes enfants sont partis, je dois réparer certaines choses à la maison, mais je vais sur YouTube. Et c'est utile. Et ça permet de régler beaucoup de problèmes. Et donc, c'est pour ça, c'est à ça que j'invite tout le monde. Aujourd'hui, le savoir est démocratique. Le savoir est démocratique parce qu'il est dans l'Internet. Bon, maintenant, on peut faire des choix. Et je disais tout à l'heure à Tierno une chose, que nous autres de mon âge, en fait, TikTok est fait pour nous. Parce que moi, je n'ai pas d'avenir.
Donc je peux me prélasser avec TikTok et tout. Mais vous n'avez pas le droit. Parce que vous avez un continent à bâtir. Vous avez carrément vu, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe par exemple aux États-Unis. Vous savez, quand je dis qu'un monde est en train d'être déconstruit, ça commence par là-bas. Tous les acquis que les gens ont eus pendant toute cette période de lutte, ces acquis sont en train d'être... Voilà. Et l'autre aspect, pour moi, le panafricanisme, ce n'est pas seulement aussi le combat économique, le combat pour la libre circulation. Et la libre circulation, parlons-en, c'est une réalité dans notre région en Afrique de l'Ouest. C'est vrai, il y a de petits soucis, vous les vivez tous à certaines frontières, mais la règle, c'est la liberté. Et je pense que ce sont ces choses concrètes-là qu'il nous faut appréhender dans notre compréhension du panafricanisme. Et bien sûr, il y a cette situation, pour moi, ce n'est pas le passé, mais c'est l'avenir. Et bien sûr, c'est à vous de regarder ce qui se passe devant vous et de le reconstruire. Vous savez tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Nous le vivons durement avec le départ de 3 de nos pays membres. Vous savez, j'ai vécu un moment tragique le jour où j'ai dû descendre 3 drapeaux parmi les 15 qui constituent la CEDEAO. Ça a été l'un des moments de ma carrière de diplomate les plus difficiles, j'avoue, parce que nous autres, pour cette cause-là, comme je dis souvent, l'Afrique, c'est pas seulement de la diplomatie, c'est aussi un rêve que nous essayons de construire. Et il ne se construira pas ce rêve sans cette jeunesse. C'est à vous de prendre conscience de vos difficultés d'abord. Et deuxièmement, prendre conscience de ce qu'il ne faut pas faire, parce que personne ne sait ce qu'il faut faire. Mais il faut d'abord savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est, je pense, pourquoi c'est important pour l'avenir. Merci. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Alors, en tant que jeunes, nous devons déconstruire un monde que nous n'avons pas construit afin de bâtir un monde auquel nous nous identifions. Être panafricain nous emmène aussi à pouvoir avoir une langue qui nous unit tous afin de faciliter les échanges entre nous. Monsieur l'ambassadeur, je reste avec vous. Nous, jeunes, quand nous entendons parler des institutions telles que la CEDEAO, l'Union africaine, ça nous fait rêver. On a envie de comprendre tout ce qui se fait dans ces institutions. On a aussi envie d'apprendre auprès de nos aînés. Aujourd'hui, en tant que jeunes, si nous voulons travailler avec la CEDEAO pour intégrer une plateforme, déjà, est-ce qu'il existe une plateforme pour la jeunesse au sein de la CEDEAO et de l'Union africaine? Et si oui, comment faire aujourd'hui pour pouvoir intégrer ces plateformes afin d'apprendre auprès de nos aînés? Merci. Alors, c'est là où un peu, bon, je pense, les clichés nous desservent. Hein. Et je le dis sincèrement avec beaucoup de regret. Mon idée est que depuis que je suis là, je me dis une chose. La jeunesse qui est en face de moi, si je ne lui parle pas, d'autres vont lui parler et lui diront autre chose. Donc je me dois de leur parler. Bon, bien sûr, quand je regarde la page Facebook de CEDEAO, quand je regarde les pages, je vois tout ce qu'il y a, je fais défiler les trolls et tout, je vois des choses qui me plaisent, d'autres qui ne me plaisent pas. Mais c'est mon choix de parler. Parce que je suis convaincu qu'il n'y a pas d'alternative à l'intégration. Il n'y en a pas. Maintenant, tout le problème de la construction, et doyen Umbeji l'a dit ce matin, soyons conscients d'une chose. Il n'y a pas de construction, qu'elle soit au niveau local, national ou à l'échelle du continent, qui ne puisse pas s'inspirer d'un leadership
extraordinairement inspirants. C'est cela. Nos aînés qui ont les indépendances. Vous savez, moi, il y a quelques jours, il y avait la fête de l'indépendance du Sénégal. Et bon, on s'amusait à nous envoyer entre nous le premier gouvernement du pays. Mais il y avait des gens de 25 ans, des ministres de 25 ans. Le président Abdou Diouf, qui a dirigé le Sénégal à l'âge de 45 ans, mais il était gouverneur d'une région, de la région la plus riche en fait à l'époque. Il avait 25 ans. 25 ans, il était gouverneur d'une région. Et quand il y a eu la crise de 1962, alors il s'est prononcé pour la République. Et bien sûr, Senghor l'a plus ou moins sanctionné. Mais après, il a repris parce qu'il a montré sa fidélité à la République. Et donc, c'est pour dire ceci, que pour cette jeunesse, il y a besoin, je le dis encore une fois, d'un certain discernement. Que ce soit l'Union africaine ou la CEDEAO, ces organisations sont nées pour que les peuples en bénéficient. Je ne pense pas qu'on puisse donner raison à certains qui disent autre chose. Quand nos chefs d'État se réunissent à Abuja et disent que, voilà, nous décidons que bon, la carte d'identité de la CEDEAO, c'est ça, ça, ça. Pour aller d'un pays à un autre à l'intérieur de la CEDEAO, voilà ce qu'il faut faire. Mais vous pensez que c'est une affaire de syndicat? Non, je ne pense pas. Maintenant, ils décident, bien sûr, en fonction de beaucoup de paramètres. Les décisions sont difficiles à ce niveau-là. C'est-à-dire, quand la jeunesse n'est pas informée, c'est-à-dire que les gens prennent le temps de vous expliquer. Moi, j'ai eu une certaine attitude pendant un certain temps. Mais pour m'être assis pendant 20 ans à regarder les gens faire, il est vrai, tout n'est pas parfait. Mais j'ai été le secrétaire de l'organe le plus sensible d'Afrique. C'est le Conseil de paix et de sécurité. C'est 15 membres qui décident sur la paix et la sécurité. Et les décisions sont applicables. Et vous savez, quand on mettait en place cet organe, nous étions les plus jeunes à l'époque. Au début des années 2000, j'étais un jeune chef de division au ministère des Affaires étrangères du Sénégal. Et bon, on nous a chargés de réfléchir sur un certain nombre de choses, sur l'avenir de ces choses-là. Et bon, quand on vient, comme vous avez dit, quand on regarde un peu, on a un peu peur parce qu'on pense aux chefs d'État, aux ministres, etc. Mais après, on se dit qu'en fait, c'est un travail à la fois intellectuel, mais aussi de militant. Donc, et c'est comme ça qu'on a dit qu'il faut tout faire pour que les jeunes découvrent ce qui se passe à l'intérieur de ces organisations. C'est comme ça, par exemple, on a des programmes de volontariat un peu partout. À l'Union africaine, on a des volontaires qui viennent. C'est des jeunes diplômés d'abord. Vous avez un programme de jeunes diplômés. Je suis accompagné de Dr Linda Daraté, qui est là, qui est une béninoise et qui est conseillère politique chez moi depuis 3 ans. Et pourtant, elle est venue comme diplômée. Et juste, sans expérience, on l'a prise. Et j'avoue, je vous le dis, les premiers documents qu'elle a produits, j'étais surpris de voir que malgré son âge et tout, elle est capable de faire ces analyses-là, à la fois au plan du droit et de ses implications politiques. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas regarder ces institutions-là de l'extérieur. Et aujourd'hui, elle est encore là avec moi et je suis satisfait de son travail. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie. Alors, Honoré Tobé, si aujourd'hui le gouvernement béninois a décidé de créer un ministre jeune de l'intégration, si vous devez donner 3 actions à mener, qu'est-ce que vous lui direz?
qui doit mener comme 3 actions en matière d'intégration du panafricanisme? Je crois que l'action numéro 1 serait de réintégrer le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans la CEDEAO. Alors, vous avez parlé de 3 actions. La première action, ce serait le Burkina Faso. Après, ce serait le Mali. Et ensuite, ce serait le Niger. On irait par ordre alphabétique. Donc, ce que je veux dire juste sur ce point, et c'est important, j'ai eu la chance à un très jeune âge d'intégrer une organisation que vous n'avez pas citée, c'est la Banque africaine de développement. Alors, si je passe dans ce panel et que je ne parle pas de la Banque africaine de développement, les anciens collègues vont m'attendre à la sortie parce qu'ils vont dire, mais tu n'as pas parlé de nous. La Banque africaine de développement fait sur le plan de l'économie et du monde des affaires, du développement et des investissements, ce que les autres organisations font sur le plan de la diplomatie et de l'intégration, sur les volets aussi plus sensibles politiques. Mais je crois que la Banque africaine de développement aussi est un modèle de l'intégration africaine et je voudrais aussi souligner cela et citer le travail qu'ils font. Et je remercie l'expérience que j'ai pu avoir en leur sein et les interactions que nous avons eues avec les autres organisations. Voilà. Merci, maître. Cher public, on peut dire que c'est un panel riche où nous apprenons beaucoup. Je retiendrai que notre continent